Voilà, donc si vous êtes d'accord, Président, on va demander à la salle s'il a des questions, puisque le temps est passé. Si vous avez des questions, des remarques, nous écoutons. Madame. Oui, bon, c'est un peu à côté du sujet. Mais... Est-ce que vous souhaitez qu'on vous passe le micro? Je voulais revenir au 19e siècle. Je voulais savoir s'il y avait des contacts privilégiés entre les évêques, enfin les autorités religieuses françaises et polonaises, et si pendant l'occupation russo-prussienne, il y avait quand même des nonces apostoliques ou des ambassadeurs, ou si c'était du Vatican. Qui va répondre? Je peux vous répondre peut-être indirectement. Le pape Grégoire XVI a condamné l'insurrection de 1830 et ce qui trouve son écho dans la poésie romantique polonaise, en particulier chez Juliusz Słowacki. Donc ici nous avons, j'en profite pour dire peut-être que justement dans cette poésie romantique, la figure du prophète Wieszcz joue un rôle important, et le sacrifice de l'individu à la collectivité. Et cette figure de l'individu providentiel, elle triomphe dans la poésie romantique, mais elle trouve son illustration concrète via les personnages de Józef Piłsudski qui a été évoqué à l'instant, puis celle du pape Jean-Paul II. Et le pape Jean-Paul II, si vous voulez, d'une certaine manière, avait en tête, gardé en mémoire, cette condamnation de l'insurrection de 1830. Et sa politique a non seulement été orientée contre le communisme, mais elle a consisté également en une volonté de rallier l'Église à la cause de la lutte pour la liberté des Polonais. Donc ça, c'est une manière indirecte de répondre. Autrement, oui, mais c'est une question très, très complexe, parce qu'il faudrait ici analyser la situation tronçon par tronçon. Des prêtres se sont engagés résolument dans la lutte pour la liberté des Polonais. L'un d'eux en particulier a été l'instigateur d'un appel adressé aux paysans à la fois polonais et russes pour se soulever contre la tyrannie. Et le résultat en a été, là aussi, son exil en Sibérie. Donc il y a des martyrs, si vous voulez, du côté du clergé dans cette lutte. Par ailleurs, les répressions des enfants que j'évoquais tout à l'heure, elles concernaient le droit en particulier d'assister à une messe en polonais et de prier en polonais. Et ça, donc la politique bismarckienne avait réduit à néant cette possibilité. Donc on parle ici de la grève des écoliers de Września, et c'est par rapport à ça que, à la fois Sienkiewicz et donc l'Église sur place prend parti contre. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Non. Une autre question, s'il vous plaît? Commentaire? Bon. Donc les exposés étaient extrêmement clairs, nous sommes ravis, extrêmement intéressants, extrêmement clairs. Je crois que la soirée était longue, mais très riche, et je vous laisserai, Président, de faire la remarque finale. Non, je voudrais juste sur la question du 19e siècle. Évidemment qu'en France, par rapport à la question polonaise, comme vous l'avez dit, le siècle ne se termine pas comme il a commencé, puisqu'à partir de la guerre de 1870 et l'obsession ensuite de la Troisième République de trouver une alliance à l'Est qui sera la Russie des tsars, évidemment que cette question polonaise est mise un peu en veilleuse, entre guillemets. Mais comme vous l'avez dit vous-même, c'est vrai que le mot Pologne est équivalent au mot liberté en réalité. Et je verse là un témoignage lié à mes origines savoyardes. C'est que la Savoie devient française en 1860, définitivement, après l'avoir été une première fois entre 1792 et 1815. Et en 1853 est créé l'hymne national savoyard.
qui s'appelle Les Allobroges, donc qui est écrit par un publiciste, et cet hymne est créé à Chambéry en 1853. Et le deuxième couplet de l'hymne savoyard est entièrement consacré à la Pologne. Parce que la Pologne et la question polonaise est considérée comme la liberté. Et d'ailleurs, le refrain de cet hymne, c'est « Je te salue aux terres hospitalières, je suis la liberté ». Donc chaque refrain se termine par disant « Je suis la liberté ». Et donc le deuxième couplet est complètement consacré à la Pologne. Alors je ne le connais pas de mémoire, mais je vais le retrouver grâce à cette petite machine, si ça vous intéresse, ça va être très court. Donc le chant s'appelle Les Allobroges, Allobroges vaillants dans nos vertes montagnes, etc. Voilà. Donc le refrain c'est « Allobroges vaillants, dans vos vertes campagnes, accordez-moi toujours asile et sûreté, car j'aime à respirer l'air pur de vos montagnes, je suis la liberté, la liberté. » Et après, le second couplet, « Au cri d'appel des peuples en alarme, j'ai répondu par un cri de réveil, sourds à ma voix, ces esclaves sans armes, restèrent tous dans un profond sommeil, relève-toi, ma Pologne héroïque, car pour t'aider, je m'avance à grands pas, secoue enfin ton sommeil léthargique, et je le veux, tu ne périras pas. » Voilà. Donc c'est assez étonnant, donc, ce qui montre bien que partout en Europe, la Pologne s'identifie à la liberté. Il y a, je crois, parce que je voudrais juste ajouter une chose, que pour moi, il est très clair qu'il y a une difficulté pour les gouvernements de traiter avec tous les dictateurs, même maintenant. Est-ce que vous devez quand même traiter avec les dictateurs pour essayer d'améliorer les sorts, d'évoluer, ou est-ce que vous devez soutenir la liberté qui, naturellement, n'est pas toujours totalement conciliable avec la raison d'État? Bon, j'ai cette difficulté qui existe dans la politique actuelle. Professeur Thomas, c'est ce qui vous dit. Une petite remarque, Monsieur le Président, qui concerne votre référence savoyarde. Je pense que dans tout ce que nous avons dit, faute de temps, évidemment, nous n'avons peut-être pas accordé une place au XVIIIe et surtout à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et là, je vais en venir au problème de la Savoie, de Chambéry, parce qu'il y avait une personnalité qui sillonnait toute cette région à un moment donné, qui était le citoyen de Genève, c'est-à-dire Jean-Jacques Rousseau. Et quand on prononce le nom de Jean-Jacques Rousseau, on ne peut pas oublier son engagement philosophique et politique, ce qui est rare à l'égard de la Pologne, puisqu'il était auteur des considérations sur le gouvernement de Pologne, ayant collaboré pendant un certain temps avec le plénipotentiaire des confédérés polonais de Var, Wielkowski, et sur ses conseils, sur ses informations plutôt, il a produit cette œuvre étonnante que le grand Jean Fabre avait nommé le plus beau roman qu'on ait jamais conçu. Alors qu'il s'agissait d'un traité politique, considération sur le gouvernement polonais. Je pense que peut-être cet enthousiasme que Jean-Jacques Rousseau a eu à l'égard de la Pologne était partagé par ses compatriotes
et que c'est quelque chose qui est resté dans l'imaginaire des Savoyards. Voilà, c'est une hypothèse, mais une hypothèse qui pourrait nous conduire à des réflexions beaucoup plus vastes encore, qui concernent par exemple le républicanisme polonais, l'idée de la République que véhicule la Pologne au XVIIIe siècle. Et c'est une idée qui a enthousiasmé un certain nombre de Français, y compris de grands écrivains de cette époque. Mais ça, c'est un sujet en soi. Oui, merci, M. Tomaszewski. En tout cas, peut-être qu'on pourra effectivement, dans notre programme, serrer du XVIIIe siècle. Madame, est-ce que vous voulez enlever votre masque? La question finale, pour presque conclusion, est-ce qu'on ne peut pas observer qu'il y avait finalement, durant cette période qui faisait l'objet là, un hiatus entre les élans émotionnels des hommes politiques, des publics, des nations, des poètes, des élans romantiques très solidaires avec la Pologne, qui cherchait son indépendance, et actions, souvent par les mêmes hommes qui étaient dits, qui ensuite revenaient à la politique réelle, donc oubliaient complètement la question. Est-ce qu'on peut dire comme ça? Je peux répondre. Je dirais que pour ma part, je ne serais pas tout à fait d'accord avec cette vision. Elle n'est pas aussi dualiste. Pour revenir à ce qui vient d'être dit à l'instant, lorsque les réfugiés polonais, on peut les appeler ainsi, s'enfuient de Pologne à l'issue de l'insurrection de 1830, ils traversent d'abord les États allemands. Et là encore, ils rencontrent l'enthousiasme populaire. Et simplement, cet enthousiasme populaire, rencontré dans les différents Länder allemands, il n'est pas imputable uniquement, si vous voulez, à une bouffée d'affectivité qui serait motivée par le simple, je ne sais pas, par la simple sympathie. Cet élément joue un rôle. Mais fondamentalement, il s'agit également d'une rencontre heureuse entre ces hommes qui incarnent une vertu, un idéal politique, et un mouvement européen structuré qui est le libéralisme. Et le libéralisme auquel adhère Adam Jerzy Czartoryski, par exemple, et dont sera également partisan un autre individu dont je n'ai malheureusement pas parlé, mais qu'il faut ici évoquer et qui a été aidé, soutenu par Lafayette, c'est Joachim Lelevel, qui représente le camp démocratique. Donc ici, on a affaire, si vous voulez, à un courant de pensée, pas simplement à une émotion. C'est le libéralisme démocratique, républicain la plupart du temps, incarné par Joachim Lelevel, incarné par ces réfugiés, ces exilés polonais. Et justement, lorsqu'ils arrivent en Allemagne, on peut dire encore une fois la figure, le stéréotype du pauvre polonais, du polonais martyr, du polonais opprimé. En réalité, on peut se demander qui des deux ici est pourvoyeur de richesse. Parce que le réfugié apporte cette étincelle, apporte cet élan. Et il va réveiller les Allemands et d'une certaine manière permettre la réunification, l'unification future de cette région de l'Europe. Donc, voilà, il y a une part d'affectivité, mais ce n'est pas simplement ça. Et dans les vers que j'ai cités de Mickiewicz, c'est également... Mickiewicz avait une formation classique et il a traduit des poèmes de Voltaire. Il était imprégné de l'esprit des Lumières, et le romantisme polonais n'est pas un romantisme opposé aux Lumières. Il propose une synthèse des deux, et ça constitue vraiment une réflexion, si vous voulez, structurée. Voilà. Et la synthèse de tout cela est proposée par Adam Jerzy Czartoryski dans cet essai à l'échelle des relations internationales en Europe dans son ensemble. Et là encore, on peut parler de libéralisme, de démocratique. Voilà, quelqu'un d'autre? Si nous avons perdu notre état de partage, c'est parce que nous étions faibles. Donc, on attendait des autres qu'ils nous fassent un état. Donc, je pense qu'il y a quand même
un chemin qu'on a fait depuis le temps de Napoléon jusqu'à Piłsudski, parce qu'après, à temps de Piłsudski, vous dites que les délégations françaises étaient là et donnaient des avis, mais Piłsudski n'écoutait pas. Parce que si on n'est pas capable de faire notre État, d'organiser notre État, les autres peuvent nous aider, mais si nous ne le faisons pas, les autres nations ne feront rien pour nous. Donc, on a quand même fait un petit chemin, je pense, jusqu'en 1920. C'est ça, parce que notre génération n'attendait rien des autres. Je me rappelle quand nous étions en Pologne communiste, bon, j'ai passé ma jeunesse là-bas, on n'attendait rien des autres pour qu'ils fassent à notre place quelque chose. D'ailleurs, général Weygand... Rapidement par rapport à ça, je veux simplement rappeler que l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, l'émigration polonaise agite cette question. Faut-il s'appuyer sur ses propres forces uniquement, et c'est la position de Towarzystwo Demokratyczne, par exemple, donc Polski, TDP, mais ce n'est pas la position de Lelevel, ce n'est pas la position de Mickiewicz, ce n'est pas non plus la position, bien évidemment, de Czartoryski, qui pense qu'il faut les deux. Il faut les deux, c'est-à-dire dans le cadre d'un effort de solidarité. Et pour ce qui est de la force, je vous rappelle que la Pologne a entrepris un mouvement de réforme dès la fin du XVIIIe siècle. Marek Tomaszewski pourrait vous en parler par le biais de la Commission de l'éducation nationale, qui a été le premier ministère de l'éducation nationale au monde, justement dans la lignée des physiocrates et de l'esprit des Lumières. Donc il y a la Constitution du 3 mai 1791, et la faiblesse de la Pologne, elle est due aussi, paradoxalement, à sa force, parce que c'était un État à bien des égards libéral, dans un contexte qui était marqué par l'autocratie. Et il ne faut pas non plus oublier que l'adversaire premier de la Pologne, ce n'est pas la Russie, mais la Prusse, qui a grandi sur, on peut dire, le terreau de sa générosité, la bataille de Grunwald et l'ordre teutonique qui n'a pas été détruit, alors qu'on aurait pu le faire. Et donc la faiblesse de la Pologne était militaire, mais parce que le régime était trop libéral. Donc ce libéralisme de la Pologne, encore une fois, on peut l'interpréter de deux manières. C'est pas simplement, comme on a pu le prétendre, une faiblesse. Il y avait aussi si vous voulez, ça rappelle l'Union européenne d'aujourd'hui. Oui. Ça rappelle l'Union européenne. Et d'ailleurs, je pourrais mettre en garde, moi aussi, c'est-à-dire que la Pologne était le Commonwealth, était la Respublika. C'était une confédération de nations. Même si ça s'appelait Rzeczpospolita Obojga, en fait, c'était Rzeczpospolita Wielu Narodów. Parmi lesquelles nations, la nation juive aussi. Et donc cet État, justement, fondé sur le principe de la dispute, de la discussion parlementaire, fondé sur le parlementarisme et l'électivité du souverain, a entraîné des faiblesses, parce que le roi, tout simplement, était le contraire d'un monarque autocrate. Il ne pouvait, par exemple, pas dépêcher des armées. Et donc, il faut, encore une fois, et aujourd'hui, on parle de l'Europe de la défense. L'Europe d'aujourd'hui est incapable de constituer une armée européenne. Donc, si vous voulez, la Pologne dont nous parlons, c'est, on peut dire, le prototype de l'Union européenne d'aujourd'hui. Donc, simplement, faites attention quand vous dites que la Pologne était faible. Elle avait la force de ses faiblesses et la faiblesse de ses forces. Voilà. Monsieur, vous voulez parler? Oui. Vous pouvez parler assez fort? Oui, je vais parler assez fort. Je voudrais simplement témoigner sur une partie qui n'a pas été, bon, évidemment, c'est tellement le 19e siècle, c'est tellement important, mais les révolutions polonaises de 1861, 1863, moi, mon arrière-grand-père, ma famille était de Białystok et Bielsk, et était militaire, noble militaire, et dirigeait, en fait, commandait, comme tout noble polonais, malheureusement, des régiments russes, puisqu'ils étaient occupés. Et par rapport à la révolution de 1830, où les Polonais se sont soulevés, en fait, donc, comme vous l'avez dit, sur l'enrôlement, donc, en fait, face à une occupation, sur la révolution de 1861-1863, les Polonais se sont, en fait, c'était la diète à Varsovie, donc c'était les Polonais qui faisaient vivre les idées françaises contre les trois, je dirais, surtout les Russes qui étaient contre eux, et en fait, on a envoyé mon arrière-grand-père depuis Białystok
sur Varsovie pour tirer sur la foule. Il a refusé, ils sont repartis, et il y a eu ce gouvernement de Białystok insurrectionnel, dont je sais qu'une fois il y a eu des lettres, enfin il y a eu une exposition, il en a fait partie, et il a été en fait réussi, il a quitté la Pologne avec un passeport français qui lui a été envoyé, qui lui a été d'ailleurs donné par une de ses estafettes russes, qui était une de ses estafettes, qui lui a donné le passeport, et il a franchi, et là je vous rejoins, c'est qu'il a franchi en fait l'Autriche, il est arrivé en France, il est arrivé en très mal en point, parce que là, contrairement en fait à les années 1830 où les Polonais étaient accueillis, quand les Polonais de la seconde émigration, ils n'étaient pas forcément les bienvenus à traverser tous les territoires jusqu'à la France. Et il est arrivé très blessé, etc. Et nous nous sommes installés après au Pays Basque, et c'est devenu un des premiers photographes d'ailleurs de cette région. Incroyable. Je suis désolé de reprendre, je veux juste élargir ce motif, prolonger ce motif que vous venez d'aborder en rappelant justement le dilemme ou la contradiction sanglante dans laquelle s'engagent les Polonais durant la guerre franco-prussienne, puisqu'ils sont enrôlés de force dans l'armée prussienne, contre leur gré, effectivement, et contre leurs sentiments, puisqu'ils affichent des sentiments pro-français. Inversement, en France même, les réfugiés et les exilés veulent à tout prix constituer une armée polonaise qui irait lutter contre les Prussiens. À cet égard, on peut parler d'une question française en Pologne, puisque à Varsovie même, l'agitation française est forte. Et donc, ils vont être engagés dans un conflit fratricide. Le gouvernement de défense nationale de la République fait tout pour empêcher la création de cette armée polonaise organisée en France, pour ménager la susceptibilité russe qui devient l'allié principal, et non cet allié de remplacement que deviendra la Pologne plus tard. Et donc ici, nous avons affaire à un premier conflit fratricide, les Polonais, ce dont on parle assez rarement, parce que je pense à la réflexion notamment de Lord Curzon, qui disait que la Pologne ne doit sa résurrection en 1918 qu'à un heureux concours de circonstances dû à des circonstances extérieures. Et ce qui est infamant et ce qui est contraire à la vérité historique, les Polonais, entre 1014 et 1018, comme en 1870, se retrouvent des deux côtés ou des trois côtés de la barricade. Et ils se tirent dessus. C'est un conflit fratricide. Donc on a ici un aspect qui est aussi intéressant et qui rejoint ce que vous venez de dire, monsieur. Et d'ailleurs, je fais un peu la chaîne des temps jusqu'en 18. Il y a une phrase, je ne l'ai pas complètement en tête, mais je n'en dénature pas le sens, mais Colonel Guelton va me corriger, où Clémenceau, en 1919, au moment de la conférence de la paix, où il est évidemment accusé de vouloir complètement, restructurer l'Europe centrale, il a dit cette chose suivante: si on nous avait dit en 1914, quand la guerre a été déclarée, que nous militerions pour la création d'un État polonais, alors que les Polonais enrôlés de force en Galicie autrichienne et en Prusse se battaient contre nous, personne ne nous aurait cru. Voilà. Encore une question. Oui, Colonel Guelton. Pardon, Guelton. Si vous permettez, je vais continuer sur la perspective que vous venez d'évoquer. Jusqu'en novembre 1920, c'est-à-dire largement après la bataille de Varsovie et peu avant le traité de Riga, la France conserve deux fers au feu, puisque jusqu'en novembre 1920, elle soutient la Russie du sud du général baron Wrangel, qu'elle évacue sur Constantinople en novembre 20, justement, mais elle garde de fer au feu. Elle garde de fer au feu. Et si elle pouvait garder, soyons clairs, l'allié russe, qui deviendrait victorieux contre les bolcheviks, on aurait une nouvelle question polonaise qui se poserait en termes diplomatiques. Donc c'est vrai.
Bon, moi je voudrais aussi ajouter quelque chose. Moi, il me semble qu'il y a un fait quand même dominant maintenant pour la Pologne, c'est qu'elle s'est trouvée géographiquement à un très mauvais endroit. Et que la chance de la Pologne actuelle, c'est que si vraiment l'Europe, malgré toutes les difficultés, reste unie, on n'est plus entre deux puissances hostiles, mais on est à l'intérieur d'un ensemble, j'espère cohérent en tout cas, et qui est quand même pour la notion de liberté. On était tous pour la notion de liberté, elle était quand même un tout petit peu partiale parce que c'était des répliques nobiliaires, c'était pas pour tout le monde, c'était pour certains. Enfin, c'était déjà un pas dans la bonne direction, surtout qu'il y avait beaucoup de nobles en France, en Pologne, beaucoup plus qu'en France, donc c'était un petit. Mais je crois que la question fondamentale, malheureusement, c'est que les idées, les belles idées, les amitiés ne suffisent pas. La situation géopolitique et la force jouent un rôle majeur et il faut quand même en tenir compte. Je crois d'ailleurs que De Gaulle en tenait compte avec des difficultés, parce que c'est la difficulté de dialoguer avec un dictateur, par exemple avec Tsarnaevsky, etc., qui était représentant des dictateurs. Bon, c'est comme ça. Mais que voulez-vous? C'est la directive. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je ne sais plus. La dernière chose que j'aurais voulu évoquer, c'est ce poème publié en 1946 par Władysław Broniewski, que j'ai ici dans la Pléiade polonaise, disons, pour simplifier. Ballade i romance, entre guillemets. Il reprend le poème que je vous ai lu tout à l'heure de Mickiewicz en l'appliquant à la situation de la Shoah, de l'Holocauste. Et ces paroles, écoute jeune fille, elle n'écoute plus, c'est la journée blanche, c'est cette petite ville. Il n'y a plus, écrit Broniewski, de petite ville, il n'y a plus d'âmes qui vivent. À travers les ruines, court éplorée la jeune fille rousse, Rivka, un jeune garçon de 13 ans. Et dans une scène saisissante, il montre un peloton d'exécution qui exécute donc Rivka, cette victime symbole de la tragédie du peuple juif, et Jésus. Et Jésus assassiné par ce peloton d'exécution SS simultanément. Ozwały się Alleluja w Galilei, oboje anieleli po kolei, potem salwa rozległa się głucha, słuchaj dzieweczko, ona nie słucha. Et c'est une nouvelle mise en garde, c'est-à-dire que l'effondrement de la Pologne, à la fin du XVIIIe siècle, contenait en germe, sans doute, l'Holocauste de 1939 à 1945, et c'est le sens de ce poème de Broniewski. Et donc la Pologne est, si elle n'est pas la clé de voûte de l'ordre politique européen, en tout cas, elle n'est pas simplement située entre l'Allemagne et la Russie, elle est un élément fondamental de l'équilibre européen. Et ne l'oublions pas, parce que si nous l'oublions aujourd'hui, et si nous serrons trop la vis, si nous nous engageons trop loin dans certaines menaces qui peuvent mettre de l'huile sur le feu et engendrer des catastrophes, eh bien nous ne sommes pas à l'abri de ce qui pourrait être non pas une nouvelle Shoah, puisque malheureusement, comme vous le savez, la communauté juive de Pologne est désormais réduite à pas grand-chose, même s'il y a un renouveau de la vie juive en Pologne, mais on n'est pas à l'abri d'un nouvel Holocauste. Bon, j'espère quand même. Par rapport au premier exposé, Napoléon, etc., comment les commémorations de Napoléon qui ont été contestées en France, se sont passées plus ou moins bien, disons. Comment ça a été ressenti en Pologne et quelle était la réaction des historiens polonais ou enfin de la population, etc. Alors, je vais faire une réponse en deux temps, parce qu'il y a le côté historien et le côté population générale, opinion publique, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, pour ce qui est de la communauté universitaire, il y a déjà beaucoup de débats entre les historiens français sur la place de Napoléon en termes commémoratifs. Déjà, il y a sujet à débat. Il y a sujet à débat, mais comme tout le temps en histoire, de toute façon, sur l'interprétation, sur le positionnement. Mais du coup, c'est ce qui nourrit la dispute intellectuelle aussi.
Côté historiographie polonaise, il y a eu des évolutions aussi. C'est vrai qu'on est passé, on va dire, de la chute du mur, même de la chute du système communiste européen, où Napoléon était remis au pinacle des personnalités polonaises, presque, où l'historiographie a pris du recul, là aussi, sur la personnalité, sur le mythe qui a été défait, voilà, déconstruit. Une réappropriation aussi de l'histoire polonaise, qui n'est pas juste celle de Napoléon, finalement. Les Polonais ont été acteurs de ce destin-là, et pas juste passifs à attendre, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est vrai que l'historiographie a évolué. On a démythifié la personnalité de Napoléon, sans pour autant tomber dans la légende obscure. Il y a toujours cet équilibre à trouver entre les deux. Donc, de ce point de vue-là, les communautés universitaires françaises et polonaises sont sur quasiment la même longueur d'onde en termes d'interprétation, même si évidemment il y a des sensibilités nationales assez différentes. Pour ce qui est de la population générale, du grand public, je ne peux pas trop vous dire. De ce que j'en ai perçu, ça a été peu commémoré le duché de Varsovie, mais parce que dans la suite de l'histoire, il y a d'autres choses à commémorer pour les Polonais où leur rôle est plus évident. Si je vous dis Piłsudski, c'est évident pour vous. Napoléon, voilà, moins, je pense, dans l'imaginaire, dans les représentations. Même si son fils, Alexandre Walewski, peut-être en parler. On peut parler de Walewski aussi. On a vu quand même à Napoléon en Pologne avoir utilisé 6000 soldats dont les officiers polonais pour étouffer la lutte à Haïti pour la liberté. Ça reste un débat historiographique français aussi. Je voudrais ajouter un mot sur la période napoléonienne, dont je ne suis pas un spécialiste, tout simplement parce que pour moi, à chaque fois qu'on me parle de Napoléon de la Pologne, je pense à un historien polonais qui est Andrzej Nowoźny, qui est mort en 2015, alors qu'il était très jeune, il avait une cinquantaine d'années, qui avait reçu le prix de la Fondation Napoléon pour ses livres sur l'Empire, qui était probablement l'un des meilleurs spécialistes polonais de Napoléon. Il enseignait à l'université de Toruń, à l'université de Pultusk, et donc ces livres existent en France, et donc à chaque fois qu'on parle de Napoléon et de la Pologne, j'ai une pensée personnelle pour Andrzej Nowoźny, qui était un ami personnel très proche. Voilà. Merci. Il me revient donc de conclure, Monsieur le Président, puisque vous le souhaitez, ce serait à vous normalement. En tout cas, merci à nos orateurs de nous avoir fait partager leur savoir et leur passion. Merci pour votre présence assidue et attentive. Et donc, nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine session de cette longue histoire, donc le 18 octobre, ici même à 19h. Est-ce qu'il y aura des actes quand même, en moins de... Oui, je pense qu'il faut qu'on publie, on n'en a pas parlé avant, mais je pense qu'il faut qu'on... Voilà, je pense que c'est trop dommage que ces paroles s'envolent. Alors, elles ont été filmées et enregistrées, donc il y a des traces qui seront diffusées, mais je pense qu'il serait intéressant qu'on ait des actes si nos orateurs acceptent de mettre noir sur blanc leurs volutes qui nous ont enchantés. Merci beaucoup. Merci.